Mes relations avec Monet sont celles d'un arrière-petit-fils par alliance. En fait, mon arrière-grand-mère, Alice Hochdé, de son premier mariage, va vivre avec Monet, dans un premier temps sous une forme de concubinage, et ensuite ils vont se marier, donc elle deviendra Madame Alice Monet, bien sûr, et elle est la mère de ma grand-mère, tout simplement. Donc voilà, mes liens sont bel arrière-petit-fils de Claude Monet, ou une autre formule, arrière-petit-fils par alliance de Claude Monet. J'ai toujours été très curieux des histoires de famille, depuis mon adolescence. Et j'avais eu l'occasion, au fil du temps, notamment quand il s'agissait d'aller garder la grand-mère le week-end et que c'était mon tour, de fouiller un peu la maison, et j'y ai trouvé notamment un jour un petit carnet assez fatigué, mais qui était joliment présenté puisqu'il y avait une étiquette sur laquelle il y avait marqué « Recettes culinaires Giverny 1886 ». Donc évidemment, je me suis dit que c'était une petite pépite quelque part. Il y avait encore, écrite de la main de mon arrière-grand-mère, un certain nombre de recettes, donc qui étaient évidemment celles que pouvait consommer Monet à Giverny. J'ai aussi accumulé beaucoup de lettres de mon arrière-grand-mère à ma grand-mère au fil du temps. Et dans ces lettres, il y est fait notamment référence ici et là de considérations gastronomiques. Ça peut être aussi bien aller faire des courses à Vernon, la ville qui est à côté, chez un tel, pour acheter tel produit, ou bien des recommandations de rapporter de Paris un certain type d'éléments, d'ingrédients qu'on appréciait à Giverny. Donc voilà, tout ça m'a un jour conduit à concocter en quelque sorte un ouvrage en 2010, au moment de la grande exposition Monet au Grand Palais, un livre qui s'est appelé « À la table de Monet ». Et évidemment, par là même, j'ai creusé un peu aussi le rapport de Monet avec la peinture, etc. Alors je crois qu'il faut être très prudent en disant, en n'oubliant pas de rappeler qu'au début de sa carrière, Monet, il n'est pas du tout fortuné, et par exemple, à la période d'Argenteuil, il bouffe des patates. C'est pas le Monet de Giverny qui va avoir évidemment gagné une autorité et une notoriété. Le rapport de Monet à la gastronomie, je crois qu'il est aussi beaucoup la conséquence du couple qu'il a formé avec Alice, parce qu'Alice venait de ce que l'on appelle la haute bourgeoisie. Donc Alice, elle, à la différence de Monet, a baigné depuis son enfance dans un monde de qualité, sinon parfois de luxe, que ce soit au niveau du quotidien de l'habillement, que ce soit à table. Donc Monet a pris en quelque sorte goût petit à petit. Et comme il a réussi financièrement une carrière qui lui a permis évidemment d'appuyer sur cela. C'est-à-dire que finalement, Monet, avec le temps passé, il a lui-même apprécié les belles tables. Il y a vraiment là une question d'esthétique presque. Ça ne va pas au dandysme, qui est caractéristique de la fin de ce 19e siècle, mais vraiment une qualité. Par exemple, la table, toujours dressée, avec un service propre qu'il a commandé à Limoges. C'est une part de son existence qui montre bien le soin esthétique de Monet dans le quotidien. Il y a des aliments qu'il affectionnait particulièrement, et je me suis en quelque sorte intéressé à construire une sorte de menu idéal. Le menu Monet, comme je l'appelle, et il m'arrive de le faire de temps en temps à mes hôtes. Si on l'énonce, ce sont des œufs berrichons, des œufs durs, qu'on coupe en deux, on enlève le jaune, on mélange le jaune avec de la crème et du persil, puis on remet dans les deux coquilles et on glisse ça au four jusqu'à ce que ce soit doré. C'est délicieux avec une petite salade, c'est parfait.
Pour le plat principal, Monet appréciait beaucoup ce qu'on appelle les sols à la florentine. Donc c'est une couche de sol, une couche de crème, une couche d'épinards. Une couche de sol, une couche de crème, une couche d'épinards. Et on fait cuire ça au four. Ensuite, la salade. Alors la salade était un moment important parce que c'est Monet qui l'assaisonnait. Ça, c'était Monet. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui le faisait à table. Donc on lui apportait les ingrédients et il y ajoutait toujours quelques fleurs de capucine. Parce que les fleurs de capucine ont un goût poivré. Et ça ajoutait une note, évidemment, plastique assez belle dans la salade, mais ça apportait une petite note aussi de goût. Et puis alors pour le dessert, Monet était très très friand de clafoutis aux cerises. Un moment de la journée très important, c'est le petit déjeuner. Monet était quelqu'un qui se levait très tôt, vers 6 heures systématiquement. Et immédiatement, il prenait un bon petit déjeuner avec notamment de l'andouillette et un bon verre de vin blanc. Ça lui donnait des forces et de l'énergie parce qu'il allait à l'atelier dès 8 heures du matin. L'emploi du temps des repas chez Monet, c'était très réglé. Parce que toute la maison de Monet était réglée par rapport à son travail. Donc tout le monde s'y pliait. Donc lui, le petit déjeuner à 6 heures, ça c'est spécifique. Midi, c'était le déjeuner à 11h30, très précisément, au point même que ça perturbait un peu l'emploi du temps scolaire, par exemple, de ma mère, qui pendant la guerre de 14 était à l'école à Giverny, elle avait une dizaine d'années, et elle était obligée de quitter la classe avant la fin, parce qu'il fallait qu'elle soit à table à 11h30 à la maison, ric-rac. Et puis le soir, c'était 19h. Donc c'est vraiment un emploi du temps très très précis. La salle à manger de Monet à Giverny est une des pièces principales de la maison. Comme on le sait, c'est une salle à manger dont les murs sont peints en jaune. Pourquoi en jaune? Parce que architecturalement, elle n'avait pas beaucoup d'ouverture sur l'extérieur. Et ce jaune, qui est une sorte de jaune un peu solaire, réverbérait la lumière qui pouvait arriver, donc ça donnait une ambiance qui était assez lumineuse. Sur les murs, Monet y avait accroché exclusivement une partie de sa collection d'estampes japonaises. Donc c'était une pièce particulièrement dédiée à cette passion qu'il avait. Il y avait notamment une petite commode sur laquelle il y avait en faïence un chat qui dort, qui y est toujours d'ailleurs. Il y avait une cheminée, il y avait un vaisselier qui lui aussi était en quelque sorte assez lumineux. Lui était peint en bleu. Et puis, ce qui était la table elle-même était vraiment une table dressée, c'est-à-dire avec une nappe et avec un service vraiment choisi, c'est-à-dire plusieurs verres, tout cela en cristal, de l'argenterie pour les couverts et des assiettes avec ce liseré bleu que Monet avait commandité à la fabrique à Limoges. Donc la table était vraiment dressée, ce qui n'empêche que, évidemment, on y faisait bonne chère. Au fil du temps, selon évidemment les allées et venues des uns et des autres, disons que de manière commune, on y trouvait évidemment Monet, Alice, les enfants quand ils étaient encore à la maison, c'est-à-dire Marthe, Suzanne, Germaine, Jean et Jean-Pierre. Donc c'était une table assez nombreuse. Mais en fait, c'était une table qui était d'autant plus nombreuse parce que certains enfants se sont mariés, sont allés habiter en dehors de cette maison, soit à Giverny, soit ailleurs. Et puis il y avait des réceptions, du moins des rituels de repas le dimanche. On se retrouvait le jeudi aussi souvent, on se retrouvait en famille.
Donc c'était des grands repas et là il y avait les petits-enfants qui étaient arrivés évidemment comme les enfants de Butler ou bien tout simplement ma mère. Donc c'était vraiment une table très familiale. La vie de famille, c'est quelque chose qui est très important pour Monet. C'est vraiment même une sorte de élément qui lui permet de mener son combat d'artiste sur lequel donc il se repose parce que il a une œuvre à faire, une œuvre qui n'est pas toujours facile. Et le temps de la famille, le temps des repas familiaux, c'est un temps qui lui permet de décompresser, comme on dirait aujourd'hui. Bien entendu, en dehors de la famille à proprement parler, il y avait aussi les amis. Parce que c'est très important, l'amitié chez Monet. Donc il y a accueilli beaucoup de grandes figures de l'époque, que ce soit Renoir, que ce soit Cézanne, que ce soit son ami Octave Mirbeau, que ce soit le critique d'art Gustave Geffroy, et puis son ami, Georges Clemenceau, qui est vraiment le number one de l'amitié. Ces deux copains très très complices. Historiquement, c'est même merveilleux à imaginer parce que vous avez l'art et l'histoire réunis. Par rapport à ces dîners qui ne sont pas familiaux, il y avait aussi un dîner qui était rituel. Tous les ans, Monet invitait les membres de l'Académie Goncourt. Alors, ils n'allaient pas tous, mais comme il était proche des frères Goncourt, il réunissait volontiers à sa table tous les ans, de manière systématique. Il offrait le repas à l'Académie. Une anecdote par rapport à la présence de Clemenceau à table, rapportée par ma mère quand elle était petite et qu'elle mangeait à la table aussi avec Clemenceau et Monet. Elle était fascinée parce que Clemenceau avait de l'eczéma aux mains et donc il portait des gants gris. Et ma mère m'a toujours rapporté qu'elle était fascinée quand il mangeait sa soupe et qu'il avait ses gants gris. Les relations de Monet entre gastronomie et peinture sont pas si nombreuses que cela. Si on parcourt l'œuvre de Claude Monet, l'œuvre peinte de Claude Monet, on repère qu'il y a des scènes, par exemple, de repas, notamment un très célèbre tableau qui s'appelle Le Déjeuner sur l'herbe, 1865, qu'il fait en écho évidemment au tableau de Manet de 1863. On voit aussi dans les peintures de jeunesse des repas de famille, mais ce sont des scènes d'intérieur, comme on appelle à l'époque, enfin et encore aujourd'hui bien sûr. Donc c'est plus pour faire une sorte de portrait de famille, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est consommé. Il y a une ou deux scènes aussi que l'on peut apercevoir dans des tableaux. Par exemple, je pense à Argenteuil. Il y a un tableau qui représente le jardin d'Argenteuil et de manière assez présente dans le tableau, vous avez une scène d'une table à l'extérieur qui porte les traces d'un déjeuner. Et puis, par ailleurs, vous avez quelques éléments, mais ils sont très peu nombreux, de nature morte, avec des éléments qui sont en rapport avec la gastronomie. Vous avez un tableau qui est un morceau de viande, ce qui est assez surprenant quelque part chez Monet. Vous avez un autre, ce sont des œufs sur le plat. Au niveau des couleurs, je dirais que c'est plutôt la peinture qui impacte le repas. Par exemple, quand, comme je le disais, il va chercher des fleurs de capucine pour mettre dans la salade, c'est plutôt dans ce sens-là que cela joue. Et la façon dont les plats sont légèrement dorés à la cuisson, que ce soit les œufs berrichons ou les soles florentines, ça apporte le clafoutis aux cerises avec ses taches colorées. Mais il n'y a pas d'inversion, si je puis dire. Je ne le vois pas, je ne le lis pas comme cela. La pratique du pique-nique, c'est quelque chose qui est resté d'ailleurs dans l'ADN de la famille. Moi, je me souviens d'avoir fait beaucoup de pique-niques à Giverny dans les années 50, postérieurement à la vie de Monet, bien sûr. Il y a un endroit qui est intéressant par rapport au pique-nique, c'est le moment où
Monet, passionné de courses automobiles, allait assister aux courses de côte à Gaillon. Et là, on s'installait sur le bord de la route et on déballait un pique-nique. Alors, ce n'était pas des pique-niques très communs parce que vous aviez du foie gras, vous aviez je ne sais quelle autre chose délicieuse à goûter. Enfin, c'était choisi toujours hein, parce qu'il aimait la bonne chair. Et puis, il y a un autre élément qui se joue aussi, c'est le rapport de Monet au restaurant. Ça, c'est très très important, notamment la passion de Monet pour la tarte tatin, au point que, dans des lettres que j'ai eu l'occasion de préserver, on relève que, ben voilà, ça ne marche pas la peinture. Il est furieux, soit parce qu'il y a eu un changement de temps, bon, il est agacé, donc il a besoin de couper. Donc il dit à tout le monde, bon allez, on descend chez les Tatins. Les Tatins, c'est la Motte Beuvron, un peu le centre de la France, en dessous d'Orléans, 200 km. On prend la voiture et on descend chez les Tatins. Les sœurs Tatin, qui sont les inventrices de la fameuse tarte. Et on passe 2 jours chez les Tatins et on mange des bonnes tartes et bien d'autres bonnes choses. Et puis aussi, côté restaurant, alors là, il avait ses habitudes quand il était à Paris. Notamment, il aimait beaucoup aller chez Prunier, qui est une très belle adresse du côté de l'Opéra, où on mangeait notamment les huîtres de chez Prunier. Il en faisait même venir un sang d'huîtres pour le réveillon du 31 décembre. Donc vous voyez, il avait ces petites adresses. Et puis, il avait aussi un goût particulier pour tout ce qui était, on va dire, condiments ou biscuiterie anglaise. Monet est allé souvent en Angleterre, il aimait beaucoup. Je ne crois pas qu'il parlait anglais, mais enfin il était accompagné. Et donc, il aimait bien les scones. D'ailleurs, les cuisinières avaient appris la recette de faire des scones pour le petit déjeuner aussi. Et donc, c'était une gastronomie qui l'intéressait beaucoup, la gastronomie anglaise. Grâce à toutes ces lettres et tous ces documents que j'ai pu récupérer, ce qui m'a certainement le plus surpris, c'est le bon appétit de Claude Monet. Et on en a une preuve très directe, c'est dans les menus de mariage. Il se trouve que j'ai une série de menus de mariage de ma grand-mère, 1902, le mariage, et de ma mère, 1926, quelques semaines avant sa mort. Ce sont 2 séries de documents qui sont très intéressants parce qu'ils se présentent d'une part avec, dans la partie supérieure, une reproduction photographique du bassin Olympéa, donc il y a plusieurs types d'images, et puis l'énoncé du menu, autant pour ma grand-mère que pour ma mère. Alors quand on les déroule, vous vous dites c'est pas possible qu'ils aient avalé tout ça. Vous avez à peu près 8 niveaux, si ce n'est pas 9. Et c'est vraiment parce que vous avez du foie gras, un flan d'écrevisse, après une soupe, après vous avez un ragoût de ceci, après vous avez de l'épaule d'agneau, après vous avez une salade, après vous avez etc. C'est impressionnant, mais vraiment impressionnant. Et dans un autre document qui est très intéressant, que j'ai aussi retrouvé dans toutes ces archives familiales, c'était une petite note, je suppose à l'attention des employés, enfin de la cuisinière, puisqu'il y avait beaucoup d'employés chez Monet et chacun avait sa fonction. Donc à l'attention de la cuisinière, parce que Alice, de toute évidence, quittait Giverny pour une semaine. Et donc il y avait la nomenclature lundi, déjeuner, dîner, mardi, déjeuner, dîner. Si j'étais amené à partager un repas avec Monet, j'essaierais de lui faire des meringues. Je sais que j'ai beaucoup aimé faire des meringues, il y a quelques temps que je n'en ai pas fait, mais pour tout vous dire, quand j'avais eu l'occasion d'ouvrir à Giverny une petite espace de galerie où je faisais 1 ou 2 expositions par an,
pour le vernissage, je fabriquais 250 mingues, comme ça il y avait quelque chose à déguster. Donc je lui ferai valoir mon talent à faire des mingues. En fait, ce rapport de Monet à la gastronomie, on pourrait le synthétiser en disant qu'il était à la fois quelqu'un de gourmet et qu'il ne manquait pas d'être gourmand.